travaux précurseurs sur les risques, les lanceurs d'alerte, puis sur les controverses environnementales et sur la carrière des problèmes publics qu'il traite sous l'angle ce qu'il appelle notamment la balistique sociologique. Alors, ces travaux sont également ancrés dans le courant qu'on appelle la sociologie pragmatique française, fondée sur la logique de l'enquête, chère à John Dewey, avec des terrains notamment sur les questions de l'amiante, du nucléaire, de la vache folle, mais de nombreux autres terrains également. Francis Chateau-Renaud est également éditeur et concepteur de logiciels d'analyse sociologique et d'analyse de controverses, notamment le logiciel Prospero, qui est assez utilisé, comme vous le savez sans doute, et a publié de nombreux livres, dont notamment Au bord de l'irréversibilité, Sociologie des transformations, avec Josquin de Base en 2017, et récemment un que sais-je, Alerte et lanceur d'alerte en 2020. Et voilà, donc nous avons le plaisir de l'accueillir. Je lui laisse donc la parole pour cette conférence. Merci beaucoup. Merci, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Moi je ne vois plus rien parce que j'ai mon écran pris par mon diaporama, mais franchement désolé de ne pas être avec vous. Malheureusement les indicateurs ne sont pas terribles, cette pandémie ne nous laissera pas tranquille une fois de plus, donc désolé. Demain, j'ai une soutenance de thèse ici et je dois absolument être là et pas prendre le risque d'être cas contact ou quoi que ce soit. Donc, enfin, vraiment désolé parce qu'effectivement, c'est pas du tout la même chose de participer, d'être là, d'avoir des échanges. Et surtout, je me suis rendu compte ces 2 dernières années que le distanciel, certes, a des avantages, mais on a tendance quand même à se replier beaucoup plus sur des choses déjà dites ou sur des choses écrites ou sur des choses fixées, figées, alors qu'en présence, évidemment, on s'ajuste au public, aux interlocuteurs. Il y a beaucoup plus de dynamique interactive. Donc, je suis vraiment désolé, mais je vais essayer de ne pas être trop long pour que quelques questions puissent émerger. Et puis, en tout cas, n'hésitez pas ensuite à me poser des questions dans la longue durée, hein, pas forcément, voilà. Donc, ça, c'était pour les quelques... Oui. Oui, on ne voit pas votre visage, mais je ne sais pas si c'est... peut-être que ça ne marche pas, je ne sais pas. C'est-à-dire que... Non, c'est simplement votre caméra qui... je ne sais pas si... Tout va bien, hein, pour la présentation, tout fonctionne, simplement on ne voit pas votre visage. Oui. Mais c'est pas, voilà, si ça, non, si ça pose problème. Non, ça pose pas de problème, mais par contre, je veux pas tout casser. Donc, comme je vous trouve plus de commandes, qu'il a l'air de fonctionner tout seul, le truc là, c'est. Je suis pas un grand fan de Microsoft, hein, donc. Non, alors revenons à la situation précédente. Sinon, j'arrête le partage et c'est risqué. Non. Bon, oui, parce que voilà. Désolé, hein, mais bon, mon visage n'est pas forcément nécessaire pour la compréhension de ce que je dis. Puis il y a des photos sur Google, hein. Il m'a pas raté Google Images, bon voilà. Bon, donc je reviens un peu, voilà. Donc j'ai fait j'ai supprimé des choses hein, parce que c'était trop long. Donc je m'excuse par avance, je vais passer vite sur certaines choses et évidemment on est sur des sujets qui maintenant ont pris une amplitude et une épaisseur, hein, comme vous le savez, énorme. Donc ça devient de plus en plus difficile parce qu'au fond, on se dit, soit je répète des choses qui ont déjà été dites 100 fois, soit je fonce dans des coins et je creuse des dossiers qui ne sont pas forcément bien connus. C'est très difficile de circuler. Donc ce que je propose là, c'est une circulation un peu générale sur une approche de ces questions-là pour au fond défendre un point de vue de sciences sociales, alors de sociologie, mais de sciences sociales assez interdisciplinaires sur ces questions. Et évidemment, tout ça, c'est discutable et ça peut évoluer. Donc, un premier point où je reviens sur la manière dont la question des futurs, des visions des futurs, s'est imposée un peu dans la sociologie pragmatique avec une notion de complexité qui est devenue de plus en plus prégnante. C'est-à-dire prendre au sérieux le fait que nous sommes dans des systèmes complexes au sens des mathématiciens, hein, en tout cas des modélisateurs de la complexité. Donc ça, j'en dirai un mot, c'est important, je crois. La question de l'irréversibilité aujourd'hui, évidemment, est particulièrement chargée par les deux figures dominantes que sont celles de l'Anthropocène qui s'est imposée, bien qu'on puisse avoir des réserves sur les manières d'utiliser ce concept.
on ne va pas en refaire la généalogie, en tout cas je ne le ferai pas là. Bon, le changement climatique qui en est évidemment le noyau central. Donc je passerai assez vite parce que je pense que ça vous connaissez, puis ce matin vous avez eu déjà des choses. J'en viendrai au point 3 qui est l'application en cours avec mes collègues de Augsbourg qui sont d'ailleurs là puisqu'ils vont participer à un atelier cet après-midi, hein, Rainer Keller et notre ami Bastien Font qui sont donc des collaborateurs. On a un contrat de recherche franco-allemand sur les questions de transition énergétique. Je montrerai donc comment ces questions-là réinterrogent ce qu'on a fait sur les controverses ces dernières années. J'en viendrai à un point, j'espère avoir le temps, où je regarderai plus particulièrement comment on s'impose aujourd'hui à nos descriptions de nouvelles formes d'analyse et de critique des jeux d'influence par lesquels des promesses technologiques avancent dans les arènes politiques. Et puis, j'en viendrai au point qui, moi, m'intéresse particulièrement depuis pas mal d'années. Donc, ça a été un des éléments centraux du travail mené avec Josquin de Base, qui est celui des contre-anthropocènes. C'est comment des acteurs, en fait, renversent, transforment le monde à leur échelle, à partir à la fois d'innovation, de recomposition du monde, de déplacement, de bifurcation, et que quand on change le grain d'analyse et d'enquête, on découvre une pluralité de contre-anthropocènes, c'est-à-dire de manière de construire autrement en fait les agencements, les alliances entre acteurs humains et acteurs non humains, pour le dire vite, en faisant une allusion ici à toute l'influence qu'a pu avoir Bruno Latour sur mes travaux. Et en conclusion, je ne pense pas que je vais y arriver, mais enfin montrer comment aujourd'hui j'essaye de systématiser tout ça dans un modèle polyphonique qui s'inspire d'ailleurs de l'écriture musicale pour essayer de tenir ensemble une pluralité de lignes sur lesquelles des acteurs produisent des choses qui s'influencent les unes les autres et qui oblige la sociologie, au fond, à sortir de son confort méthodologique, qui consiste en général à choisir une ligne et à rester à une échelle ou à un type d'investigation en croisant précisément des niveaux. Voilà. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à faire des retours, hein, parce que comme je n'ai plus d'image, du coup, je ne sais pas ce que j'ai fait. Parce que si je fais masquer, j'ai peur que ça soit… Ah oui. Ouais. Non. Là, je n'ai plus que deux commandes. C'est soit tout arrêter, soit masqué. Donc, je pense que je m'abstiens d'intervenir là-dessus. Donc, rapidement, c'est vrai que la sociologie des controverses a beaucoup évolué sur une vingtaine d'années. Elle a pris il y a des branches très différentes. Je ne vais pas refaire le topo académique sur ça. Moi, je me situe dans une démarche qui consiste à travailler plutôt sur des processus critiques de longue durée, c'est-à-dire des choses qui imposent des échelles temporelles à l'enquête qui sont anormales, on va dire, par rapport au temps de l'enquête, où en général, quand on fait une enquête sur 2-3 ans, c'est déjà un temps long, vous voyez. Ben non, nous, on a des processus qui vont largement dépasser ce temps. Alors, je sais que demain, vous avez la chance d'avoir Markku Lehtonen qui intervient sur le nucléaire. Markku, c'est quelqu'un avec qui je discute et je travaille depuis une bonne douzaine d'années. Et le nucléaire, par exemple, évidemment, se déploie sur des durées extrêmement longues. Et donc, comment suivre ces processus critiques sans se contenter de petits carottages, des petites séquences? Ça, c'est toute une problématique intéressante. Alors, je vais la développer de différentes manières. D'une part, en regardant précisément comment les visions du futur, de ce qui va advenir, selon les différentes questions, les différents problèmes publics, se posent aux acteurs et comment ils modifient eux-mêmes au fil du temps leur vision du futur, à partir d'un certain nombre de caractéristiques que je ne vais pas là entrer dans le détail. Je vous laisserai, j'enverrai le PowerPoint de façon à ce qu'il puisse circuler, il n'y a pas de souci pour les détails. Mais ce qui est important, c'est que ça va m'amener à prendre en compte ce que j'appelle une forme de criticité des processus, en jouant sur le terme criticité qui est emprunté aux physiciens nucléaires d'ailleurs, ou pour le dire vite, c'est la possibilité d'une réaction en chaîne à partir d'un franchissement de seuil, et la critique sociale, les mouvements critiques que ça engendre, puisqu'en général, la criticité dans nos affaires humaines produit des réactions critiques, c'est-à-dire soit des accusations, soit des plaintes, soit des remises en cause de politiques publiques, de décisions publiques, etc. etc. Et donc, tout ça va avoir des conséquences sur la manière de concevoir la stabilité des choses. Alors, sur les futurs, je n'ai pas le temps de tout redéployer,
Mais vous voyez bien que la question de la réversibilité ou de l'irréversibilité est une question centrale pour les acteurs dans les processus qu'on étudie. Et à l'évidence, il faut avoir une approche ouverte de ces questions de futur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en tant que sociologue, se transformer en prophète. On a au contraire besoin d'ouvrir l'espace des variations possibles, des manières de mettre en variation les futurs. Et donc, il y a eu plusieurs propositions au fil du temps. Alors, je vous renvoie notamment à une conférence et un débat avec d'autres collègues dans une journée organisée par Jean-Michel Fourniot qui s'appelait « Comment s'orienter dans la transition ». Oui, c'est déjà en mars 2018, ça, le temps tourne. Et vous verrez, vous aurez une idée, quoi, allez, il y a 3 ans et demi déjà, comment on peut essayer de penser le futur dans la pluralité des régimes d'énonciation, de vision et de production de scénarios, par exemple. Et donc, par exemple, ce schéma là résume assez bien les choses. Vous avez en fait 4 grandes directions que j'essaye de caractériser. On va les retrouver un peu plus tard sous une autre forme. En gros, des acteurs qui vous annoncent plutôt des jours heureux, hein, des choses qui vont, des solutions. D'autres qui vous annoncent plutôt des catastrophes, hein, ou voire l'effondrement, hein, qui est devenu un des thèmes majeurs des discours publics ces dernières années. Et puis entre les deux, au fond, deux tendances très différentes. L'une qui consiste à considérer que les choses se produisent par elles-mêmes et que les humains courent derrière. Au fond, il y a des dynamiques non linéaires, des formes de chaos qui produisent des transformations et qui peuvent elles-mêmes être à la source de réversibilité ou au contraire d'irréversibilité. Et en face, la prise de contrôle, hein, les prises collectives, c'est un terme que j'emploie souvent. Je pourrais, là aussi, il faudrait du temps pour discuter, expliciter ces concepts, mais qui ont été très structurants dans la manière de concevoir les problèmes. Est-ce que ça va? Jusque-là, c'est bon? Très bien. Bon. Et donc tout ça, oui. Votre temps, hein, c'est pas, je vais dire, on a au moins 45 minutes. Hein, Oui, mais je me connais, hein, et je sais que je passe beaucoup de temps sur les préalables et qu'à la fin, j'arrive pas à la fin. Voilà. Donc j'ai supprimé à peu près 20 slides, mais il en reste quand même 60. Hein, donc voilà, c'est pas. Bon, il y a des illustrations, ça va aller vite. En gros, pour le dire vite, et ça c'est une invitation générale, hein, faire tenir ensemble plusieurs dimensions de l'analyse sociologique ou même plus généralement en sciences sociales, 3 formes d'enquête si vous voulez, être vraiment précis sur l'analyse argumentative, l'analyse du discours, l'analyse rhétorique, peu importe comment on appelle ça, c'est-à-dire être vraiment attentif à la manière dont les choses s'énoncent, se disent, qui dit quoi, dans quel contexte, comment ça s'agence d'un point de vue argumentatif, les formes de logique. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire le plus techniquement possible. Alors, il ne faut pas rester enfermé là-dedans, parce que justement, il y a un risque, évidemment, de technicisation de l'analyse argumentative qui ne parle plus du monde, au fond, qui ne parle plus que de figures ou de logique propre à l'argumentation. Et donc, il faut relier ça à l'étude des trajectoires de problèmes publics, mais en les prenant sur un temps long. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de travailler, par exemple, sur des séquences d'émergence. En France, on a eu par exemple les Gilets jaunes, qui était une figure assez remarquable d'émergence d'un mouvement avec tous les problèmes que ça a généré. En 2 ans, il y a énormément de choses ont bougé, mais en fait, il faut se placer dans le temps long pour remonter un peu en amont, continuer à suivre et lier donc l'analyse argumentative à ce suivi de processus sur le temps long. C'est déjà en soi pas évident et finalement assez rare. Et donc, il faut moi, j'invite notamment les doctorants ou les jeunes chercheurs à relier ces deux dimensions qui, dans les traditions académiques, ont été un peu séparées. Et enfin, un troisième moment de l'enquête qui est vraiment absolument indispensable et qui redevient très central, moi, dans ce que je fais depuis plusieurs années. Alors bon, la pandémie a un petit peu modifié les règles du jeu. C'est l'observation in situ, de ce que font vraiment les acteurs dans leur monde. Que ce soit des ingénieurs dans une centrale nucléaire, que ce soit des écologues sur des écosystèmes autour d'une rivière ou d'une zone côtière, que ce soit des élus locaux qui essayent de défendre un projet d'infrastructure, par exemple un parc éolien ou un parc solaire, etc. Aller voir les choses, être en contact. Et si on arrive à associer les trois, ça change effectivement pas mal la manière dont on peut penser l'activité visionnaire, la manière dont les acteurs se saisissent des formes d'ouverture et de fermeture des futurs, ce que je caractérise depuis pas mal de temps comme les angles de vision. L'idée, c'est que le futur est toujours indéterminé, mais il y a moyen en fait de se donner un angle de vision, un peu comme une perspective, si vous voulez, hein, etc. Alors, ça, c'est assez dense et je m'en excuse, mais il y a eu énormément de discussions autour de ces propositions. Un retour sur la question de la prospective, qui a été une tradition donc, que vous connaissez sans doute assez forte en France,
qui n'était pas exactement la même que les stratégies américaines, notamment liées à la Rand Corporation, enfin, toutes ces manières de fabriquer des scénarios. Très important, puisque c'est aussi cette idée que le futur n'est pas écrit et que donc c'est dans le processus d'explicitation de ce qui est possible et ce qui est désirable à l'intérieur du possible que s'écrit le futur. La manière dont les assemblées délibératives produisent en fait des conséquences pour le futur. Bon, la balistique sociologique était une manière de dire, alors, très inspirée par Gaston Lagaffe. Donc là, je fais quand même référence à la culture belge, hein, vraiment fondamentale. Si vous voulez, le futur, très souvent, il est beaucoup plus chaotique que ce qu'on veut bien écrire. Et donc, l'idée que les trajectoires sont toujours déroutées par des émergences d'acteurs, d'actants qui viennent modifier la trajectoire. Du point de vue cognitif, c'est la boucle qui est au milieu, c'est le processus de révision, c'est comment en fait on recalcule, on révise, on réajuste en fait les visions du futur à partir donc d'un processus de délibération, de prise en compte de nouvelles conséquences et de nouveaux effets sur les décisions, par exemple le dernier rapport du GIEC. Et puis, donc, une caractérisation plus formelle qu'on peut faire avec des outils numériques. Ça, je ne reviendrai pas trop dessus aujourd'hui, en caractérisant les bifurcations et qui fait que des sentiers deviennent irréversibles, c'est-à-dire que des trajectoires, en fait, s'imposent au fil du temps. Vous voyez que cette démarche, en fait, elle a un intérêt, surtout quand on s'intéresse aux questions de transition et de transition en tension, parce que c'est le sujet du colloque, c'est de laisser ouverte la question des futurs en n'ayant pas de vision du futur à imposer dans son cahier des charges sociologique, ce qui n'est pas évident. Hein, il faut maintenir justement la détermination, tout en explicitant et en modélisant les jeux de contraintes qui permettent aux différents acteurs d'imposer ou de faire valoir leur futurologie propre. Il s'agit précisément de tenir les deux ensemble et en étant capable de suivre les acteurs dans leur monde, de voir au fond les phénomènes et les propensions émergentes et du coup d'avoir une meilleure visibilité de ce qui est possible, probable, sans justement fermer non plus le truc. Alors vous trouverez tout ça dans différents textes, mais je vous inviterai à regarder prochainement la revue Pragmata. Je viens d'avoir confirmation par Daniel Sefai. Devrait sortir fin janvier un volume, alors je crois que c'est le numéro 5, dans lequel j'ai fait une contribution qui s'appelle Des expériences ordinaires au processus critique non linéaire, le pragmatisme sociologique face aux ruptures contemporaines, tout un programme. J'avais fait à peu près 50 pages, je m'étais excusé par avance. Daniel Stéphane m'a dit envoie toujours ton texte. Et par la discussion, il m'en a imposé 10 de plus, donc le texte fait 60 pages. C'est une revue qui est géniale. Vous n'êtes pas contraint par les, je ne sais pas combien de signes habituels. Là. Donc j'ai pu déployer vraiment les arguments, en tout cas l'état des arguments tels qu'ils sont. Alors, en fait, ce texte vient relire et modifier ce qui a été formalisé avec Josquin de Base dans le bouquin donc, qui a été cité en introduction. Je remercie de cette référence parce que c'est un livre qui nous a coûté beaucoup. On a beaucoup travaillé. Au bord de l'irréversible, où on avait synthétisé les choses dans un schéma un peu structuro-fonctionnaliste, diraient certains, mauvaise langue. En réalité, vraiment de prendre au sérieux la dimension systémique des processus qu'on étudie, avec donc des mouvements permanents entre différentes sphères qui obligent d'ailleurs à ouvrir l'enquête sociologique à des aspects différents, puisqu'il faut à la fois être capable d'analyser des contre-discours, de saisir des processus de domination, d'analyser des dispositifs et des procédures, d'aller voir des milieux sous contrôle, de comprendre comment ces milieux peuvent entrer en crise du fait de l'interaction entre des milieux hétérogènes, et comment là-dessus naissent, émergent de nouvelles formes de protestation, de nouvelles formes de questions, comment naissent des problèmes publics, si vous voulez, et comment ça circule entre ces différentes dimensions pour précisément ne pas s'enfermer dans une vision une seule, par exemple en valorisant uniquement le discours altermondialiste, hein, ou en ne voyant que la dimension néolibérale dominante, technosciences, etc., en ne regardant que les choses à travers les procédures, par exemple les procédures d'expertise ou la régulation, en ne regardant que les choses qu'à travers leur forme d'imposition locale dans des mondes, ou en ne voyant que le côté un peu échevelé des milieux en interaction, etc. Donc l'idée, c'était vraiment de s'affranchir d'une réduction à un type de modèle et de travailler les circulations entre tout ça. Donc ça m'emmène, là je vais le faire vite,
à prendre au sérieux la question de la complexité, de pas du tout la rejeter comme une dimension rhétorique, même si les acteurs emploient la notion de complexité évidemment dans leurs arguments. On a des systèmes dynamiques, multiscalaires, des effets d'émergence avec des bifurcations. La question de la stabilité est constamment posée dans un système complexe, c'est-à-dire que ce qui apparaît stable à une certaine échelle ne l'est pas à une autre. Il y a des métastabilités et des instabilités qui sont incroyables. On va le voir assez vite sur les questions de transition énergétique, justement. Et ça engage les acteurs dans des processus de révision critique avec des boucles de rétroaction qui font que les états successifs d'un système complexe ne permettent pas de revenir aux conditions initiales. Hein. C'est des choses très connues dans cet univers-là, mais c'est important que le pragmatisme s'en empare et de faire travailler les deux traditions. Une des autres notions dérivées de ce travail un peu théorique et conceptuel autour des enquêtes qu'on a faites, c'est de prendre au sérieux donc la criticité, je l'ai dit tout à l'heure, en jouant sur la polysémie du coup de la critique, puisqu'il s'agit à la fois de situations critiques, de processus critiques qui peuvent dépasser les acteurs. La pandémie est typiquement un exemple. Hein. Aucun acteur ne la contrôle vraiment, même Pfizer. Hein. Et donc, en fait, on est vraiment dans une situation de perte de contrôle. Et en même temps, ça ouvre évidemment l'espace à des formes de critique qui elles-mêmes rétroagissent plus ou moins sur ces questions-là. Le mouvement anti-vax, c'est typiquement, par exemple, un phénomène émergent à l'intérieur d'un processus critique qui produit lui-même de la criticité à l'intérieur du processus. Vous voyez un peu le genre de truc. Donc, du coup, ça me ramène à mon schéma initial des 4 formes qu'on retrouve ici, formulé autrement. Ça, c'est un article publié dans la revue Multitude à propos de la question de l'effondrement. Et nous, on essaye de dire on ne peut pas adhérer totalement à une vision effondriste parce qu'il y a d'autres matrices. Dans la matrice des futurs, il y a d'autres façons de concevoir les futurs. Il y a le mode, on va dire, progressiste, techno-scientifique, transhumaniste ou autre, qui consiste à dire il y a des ruptures technologiques qui vont changer le monde. Et donc, les acteurs sont plus dans la promesse. On va le voir que sur les énergies, c'est évidemment central. Et puis, il y a les deux autres qui sont pour nous très importantes. D'une part, les formes de régulation, d'adaptation des systèmes. Là, c'est un mode qui est extrêmement en état critique aujourd'hui parce que ça renvoie à la question des capacités d'action des agences publiques et des agences d'État ou transnationales. On y reviendra peut-être dans la discussion. Mais on a quand même un univers là qui définit autrement le futur que simplement en termes de allons-y, lançons des startups ou préparons-nous à l'effondrement. Et le quatrième, qui est vraiment celui dans lequel les sciences sociales sont extrêmement à l'aise parce que c'est tous les acteurs qui prennent en charge leur monde. Alors, ça va des jardins partagés ou des expériences de permaculture, etc., jusqu'aux villes en transition, aux territoires autonomes, etc., au modèle de décroissance. On a un tas aujourd'hui sur la planète, hein, pas uniquement évidemment en Europe ou en France, d'expérimentation, d'expériences qui font bouger les possibilités de reconfiguration. Et vous voyez que ces 4 manières de penser le futur, au fond, travaillent les acteurs qui sont constamment en train de circuler. On pourrait de changer de régime, au fil parfois d'une même conversation, ils peuvent passer d'un régime à l'autre. Et ça permet en tout cas d'avoir une position d'abord descriptive, évidemment, ensuite même au plan analytique, de ne pas se faire avoir en acceptant trop vite, au fond, des thèses, que ce soit effondristes, techno-progressistes, régulationnistes ou même alternatives. Donc là, je ne vais pas commenter ça, mais aujourd'hui, on est face à une littérature foisonnante. Vous allez dans n'importe quelle bonne librairie, vous avez en fait un nombre de trucs qui vous parlent de la crise écologique globale, du changement climatique, de l'humanité en péril, de l'effondrement, de la forêt qui brûle, de tout ce que vous voulez. Évidemment, on se met dans le panier, hein, on n'est pas en dehors, mais l'enjeu, ça va être justement de retrouver des prises à la fois méthodologiques, épistémologiques, et aussi de bien être réflexif sur les conséquences normatives de nos descriptions, de nos analyses, pour éviter simplement de participer au bruit d'ensemble et d'avoir de tourner en rond, ce qui est un risque évident, hein, on va y revenir. Pourquoi? Parce que les choses s'imposent. Hein. Les choses s'imposent d'elles-mêmes. Celui-là, je l'ai appelé les matrices de l'irréversible pour continuer un peu d'affiler la métaphore des matrices. Évidemment, l'effondrement, on a quand même de bonnes raisons de penser que c'est en marche. Hein.
C'est-à-dire que vous prenez, là, c'est São Paulo vue d'avion, j'allais beaucoup au Brésil ces dernières années, l'étang de Berre en bas, la mer de plastique, l'Alberta, pour ceux qui connaissent, hein, au Canada. Vous avez en fait un monde qui progressivement, effectivement, est caractérisé comme invivable, ayant pris la mauvaise trajectoire avec des responsabilités, des débats sur le capitalisme, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Et des acteurs, en l'occurrence des acteurs scientifiques, hein, qui indiquent sérieusement qu'on va vers le pire. Donc là, j'ai ressorti 2 textes de l'Union of Concerned Scientists, donc un célèbre groupe de scientifiques américains, hein, qui lance l'alerte en 92 et puis qui remet ça en 2017 en disant au fond, en 25 ans, bah, ça s'est aggravé, quoi. À part quelques trucs, on est donc dans une trajectoire, etc. Qui donne évidemment donne prise à une version assez catastrophique, collapsologique, hein, comme on dit, de tout ça, et donne la main à des gentils prophètes. Hein. Je ne suis pas du tout un ennemi de Servine, contrairement à ce que certains ont essayé de dire. D'ailleurs, je n'ai pas pris de position publique directe, mais par contre, je constate que ça ouvre un marché incroyable pour dire, voilà, tout va s'effondrer, ou en tout cas, il est hautement probable que ça s'effondre, mais on vous propose des solutions. Donc, on a en fait un peu la cancérologie en bande dessinée. Hein. Vous allez avoir un cancer, mais vous inquiétez pas, on a les solutions. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est les petits effondrements. Donc là, c'est dans le métro parisien. Vous voyez, il y a un truc qui menace de s'effondrer dans un couloir. Ça fait 2 ans que ça dure, que personne ne l'entretient. Un jour ou l'autre, il va tomber. Bon, c'est pas grave. Et nous avons donc des tensions d'échelle. Donc la première chose que j'essaye de défendre dans cette approche, c'est de dire attention aux échelles de raisonnement. C'est-à-dire ne pas tout le temps monter en généralité, parce que la matrice de l'irréversibilité est là. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous prenez le dernier rapport du GIEC ou les rapports de l'IPBES, donc qui sont plus récents, mais qui vous annoncent au fond une 6e extinction, enfin qui est déjà en cours, hein, et vous avez en fait des énoncés d'irréversibilité. Donc de fait, toutes nos sociologies, nos travaux, etc., devraient partir de ce constat et ne pas du tout les discuter. Sinon, on serait climato-sceptique ou effondro-sceptique, etc., etc. Donc l'enjeu, vous voyez, c'est bien de trouver un chemin en prenant au sérieux les formes d'irréversibilité que les acteurs constatent, annoncent, véhiculent avec leurs actions ou leurs non-actions, et tout en essayant quand même de les mettre en regard avec différentes stratégies. Alors, une des premières manières de regarder, c'est au fond comment les mêmes acteurs annoncent que finalement, c'est vrai qu'on est mal barré, mais qu'on peut encore agir. Et je prends pour exemple le Haut Conseil pour le climat, qui est en France, on a beaucoup d'instances comme ça qui produisent de jolis rapports, des trucs, etc. On se demande s'il y a des gens qui les lisent. Mais en tout cas, on a une littérature fleuve avec nos outils. On arrive à peine à traiter ça, hein, tellement ça sature. Et là, on a effectivement cette idée que finalement, oui, la COP26, elle n'est pas terrible, mais elle prend acte, elle met vraiment l'accord de Paris au cœur du problème. Et donc, c'est une avancée et il va falloir sérieusement accélérer. Donc, on est vraiment, vous voyez, dans cette tension entre quelque chose qui s'annonce comme irréversible, mais avec possibilité, hein, il est irréversible, mais peut-être corrigé. Donc, c'est cette tension-là que depuis longtemps, on travaille avec les notions d'alerte. Hein. Parce qu'au fond, une alerte réussie, c'est une alerte qui permet à réversibiliser quelque chose qui apparaissait irréversible, irrémédiable. Et donc, ce qui est frappant dans la situation actuelle, c'est la multiplicité des arènes dans lesquelles tout ça va se jouer. Alors, vous avez évidemment Extinction Rébellion ou tous les mouvements citoyens autour du climat. Vous avez des attaques en justice, la fameuse affaire du siècle, hein, qui est d'ailleurs se traduit par des victoires juridiques en apparence, mais est-ce qu'elles sont vraiment, elles ont des conséquences, les sommets, les COP, etc. Et puis vous avez la fameuse conférence pour le climat, hein, qui a beaucoup agité la Macronie, et notamment mon collègue Jean-Michel Fourniot, puisqu'il était membre de l'équipe qui pilotait cette conférence, et avec l'idée que voilà, on fait une conférence citoyen, les gens sont intelligents, ils vont se mettre au boulot, ils vont faire des propositions constructives. Et on a vu qu'effectivement, ça vient buter sur des jeux d'acteurs, et c'est de ça qu'il va falloir parler ensuite. Alors, je fais juste un petit passage sur transition énergétique, en sachant que je renvoie largement à ce que mes collègues pourront dire dans d'autres, donc aussi bien Rainer et
Bastien et demain Marcou. L'idée de ce travail collectif, c'est de caractériser les formes de totalisation qu'utilisent les acteurs pour construire leur concept de transition et les outillages qui vont avec, et en même temps les points critiques qui surgissent chemin faisant. En France, là aussi, je vous disais tout à l'heure qu'on adore les rapports, les instances. On a des lois, on multiplie les rapports, les avis, les scénarios, etc. On en a un nombre incroyable. Rien que ça prendrait 800 pages à ne serait-ce que paraphraser, hein, de manière très synthétique. Et on a des stratégies. Là, c'est celle du mois de mai dernier. Hein, on a même un ministère de la transition, alors qui n'est pas énergétique mais écologique. Hein. On peut en discuter d'ailleurs de ce passage. Souvent, les acteurs, je pense que notre ami Zakai a fait le topo là-dessus. Stratégie nationale bas carbone, ça devient vraiment le motif de la mobilisation générale et qui va avoir des conséquences donc sur les sources d'énergie. Et c'est là-dessus que j'entends. Récemment, on a alors les scénarios la bataille de scénarios est quand même quelque chose en soi qui est très intéressant à étudier, qui est une dimension des controverses au fond qui est assez banale, mais assez peu étudiée parce que techniquement c'est quand même compliqué d'étudier ça. Parce que vous voyez là on a la synthèse hein, des scénarios de RTE, donc le réseau d'électricité, de transport d'électricité, qui est donc une branche du milieu d'électricité en France, séparé d'EDF, mais en même temps, tout ça, c'est le même milieu, et qui va faire une multiplicité de scénarios. Vous voyez, c'est bien foutu. Vous avez un narratif, vous avez une répartition d'un certain nombre de sources en 2050, donc une échelle temporelle. Vous avez la part donc, des capacités installées, hein, et vous avez une question de flexibilité en termes de disponibilité de gigawatts, etc. Je ne rentre pas trop dans les détails techniques, mais à chaque fois, c'est quand même un gros boulot de comprendre de quoi il nous parle, comment c'est fait, et surtout comment le synthétiser. Ce qui est certain, c'est que ces scénarios ont fait l'objet déjà de controverses assez importantes, parce qu'au fond, ils ont l'air de rien, disent qu'il y a un nucléaire historique dont on peut se passer, effectivement, un nouveau nucléaire dont on peut se passer, mais il y a quand même, si vous voyez, 3 scénarios qui ont la faveur, à l'évidence, des rédacteurs de ce rapport, de ce texte, dans lesquels il y a du nouveau nucléaire. Donc, vous voyez bien que, Marcou vous expliquera ça en détail demain, mais c'est vraiment en France, on ne peut pas penser à la question énergétique sans tomber sur la controverse nucléaire à tous les étages. Donc en gros, c'est quasiment mission impossible. Alors, on a une autre forme de scénarisation qui maintenant est bien connue. Hein. On l'avait travaillé dessus en 2012 avec Fourniot dans les séminaires. Negawatt, une association de hauts fonctionnaires ou d'experts, de scientifiques, d'ingénieurs plutôt critiques, et qui s'acharnent depuis des années à essayer de montrer qu'on peut sortir évidemment des hydrocarbures. Ça, tout le monde est à peu près d'accord. C'est un objectif qui tend à s'imposer, du pétrole et du charbon et du gaz fossile, mais sortir aussi du nucléaire et investir donc dans les énergies renouvelables, les qualifier de bioénergie, ça on pourrait y revenir, il y a une grosse bataille aussi de labellisation hein, de ces questions-là, et puis surtout jouer sur la consommation et l'efficacité. C'est-à-dire qu'au fond, comptabiliser dans un tableau énergétique ce qu'on gagne en ne le dépensant pas et la manière dont on peut rendre plus efficientes les sources d'énergie. Donc, mégawatt, c'est lapsus. Négawatt apparaît quand on voit leur tableau, quand on discute avec eux, au fond, il y a une espèce de matrice du futur qui s'écrit. Hein, vous voyez, il y a une 2050. Hein, tous les acteurs s'alignent sur 2050. C'est très intéressant aussi parce que vous avez une échelle temporelle qui est devenue une espèce de lieu commun au sens de la rhétorique. Hein. C'est-à-dire que tous les acteurs ont besoin comme ça d'avoir un point dans le futur 2050. Alors, il y a 2100 qui vient aussi, mais disons que pour les vivants d'aujourd'hui, 2050, c'est plus raisonnable comme horizon. Et en fait, très rapidement, dès qu'on va descendre en échelle, on va avoir des frictions et des tensions qui vont émerger. Donc là, quand vous dites transition en tension, pour moi, ça fait sens. Hein. Dès que je vais voir les acteurs de terrain, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord soit avec l'implantation d'une ferme solaire, par exemple, qui est absolument nécessaire à la réalisation du scénario, des différents scénarios. Et ça va faire apparaître des frictions. Donc, je n'ai pas le temps d'entrer dans le débat, dans les conflits locaux, mais vous avez sur chaque site, chaque zone. 7 h du matin pour aller faire des cours, ensuite une demi-heure pour manger, ensuite ça c'est vrai. Ouais, travail, ensuite
des conférences. Merci. C'est sûr qu'on est tous un peu stressés. Hein. Bon. Désolé. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Hein. Bref, ça chauffe autour de la future ferme solaire. Ça, c'est un terrain qui n'est pas très loin de chez moi. Donc, l'avantage, c'est que malgré la pandémie, on a tendance à vouloir refaire du terrain. Et c'est vrai que du coup, on choisit des terrains moins loin pour éviter les gags, parce qu'aller au Brésil en ce moment, c'est quand même compliqué. Et du coup, on a ici une vraie levée de bouclier contre un projet qui, par ailleurs, alors c'est le paradoxe, c'est-à-dire que les acteurs disent oui, le photovoltaïque, pourquoi pas, mais pas ici. Donc on va retrouver des choses qu'on connaît déjà, hein, le fameux débat sur le NIMBY, il y a déjà une vingtaine d'années, c'était un peu ça. Mais là, c'est parce qu'au fond, la question, c'est la conversion de terres agricoles et les assemblages que vont faire les acteurs, etc. Alors je voulais insister sur deux choses. Je vois que le temps file, ça va encore, là, c'est bon? Oui. Ce qui est frappant dans l'histoire des controverses, maintenant sur 30-40 ans, pour en rester sur un temps accessible aux sociologues, sinon ça relève plus de l'histoire, c'est que le nombre de controverses qui se sont produites sur des technologies ou sur des solutions techniques, on peut penser aux déchets radioactifs, on peut penser aux nanotechnologies, on peut penser aux OGM, etc., ont engendré une liste de questions a priori qui vont tomber sur chaque nouvelle technologie, qui font que en fait, les controverses engendrent les controverses. On comprend bien du coup pourquoi certains pouvoirs économiques ou politiques aimeraient supprimer les controverses, parce que finalement, ça ouvre des débats sur énormément de points. Parce que chaque technologie va être interrogée aujourd'hui sur la question des matières premières, sur leur rareté, leur prix, etc., sur le rapport aux écosystèmes techniques, c'est-à-dire comment, au fond, la technologie va s'insérer dans un environnement, comment elle va produire des effets sur l'environnement au sens, cette fois-ci, de l'écosystème naturel, le type de compatibilité avec des normes et des standards, est-ce qu'elle ne va pas enfermer les acteurs dans des normes? Je pense par exemple aux normes de télécommunications qui sont devenues des enjeux considérables ces dernières années, la question des droits de propriété, des brevets, la question des formes d'organisation qui vont aller avec, la question des transferts de compétences, la question des modes de transfert, soit par la sous-traitance, soit par d'une génération à l'autre, les reconversions, la question de la maintenance, je l'ai mis en gras parce que ça c'est vraiment central, comment on maintient quelque chose, le coût de la maintenance, etc. etc. Bon, évidemment, les risques de santé, ça c'est aussi un thème qui vient tout de suite. Les déchets, la question du stockage et du transport. Bon, pass dependency, ça recoupe peut-être un peu ce qui est au début, mais c'est vraiment l'idée que voilà, on est prisonnier maintenant du clavier AZERTY. Je rigole, mais j'ai fait un topo récemment là-dessus, c'est-à-dire comment le standard AZERTY, en fait, qui fait qu'on a un clavier universel, pour en tout cas les langues indo-européennes, fait que ça devient quand même très coûteux si on devait changer de clavier. Et puis finalement, l'obsolescence. Bon, je passe sur tout ça. Ce qui fait que chaque technologie, au fond, est à la fois présentée par les acteurs comme une solution et comme une source de problème. Ce qui fait qu'il n'y a pratiquement pas dans la transition énergétique de véritable solution magique, et que tout ce qui apparaît comme une solution à un moment donné surgit. Alors je pense au gaz de schiste qu'on avait pas mal étudié il y a déjà, oui, ça passe vite, une dizaine d'années. Hein. Alors en France, on a renoncé suite à l'immobilisation, à des débats juridiques incroyables, avec une loi qui interdit la facturation hydraulique. Donc effectivement, le gaz de schiste aurait pu être, pour certains acteurs, une des solutions dans la transition énergétique, avec l'hypothèse de déplétion de fin du pétrole, du pétrole conventionnel. Et puis là, maintenant, on a l'hydrogène qui apparaît. Alors, vous voyez là, c'est ces deux corpus ou Prospero, je ne rentre pas dans les détails, qui permettent de voir un peu comment les sources énergétiques qui s'imposent. Vous voyez que le nucléaire reste en tête, hein, le gaz aussi, on va y revenir. L'hydrogène, l'hydrogène, évidemment, c'est l'Eldorado, hein, c'est la promesse technologique. Quand vous regardez les firmes qui portent ça en bourse, tout va bien. Mais en fait, concrètement, c'est compliqué, la production de l'hydrogène. Et donc là, vous avez un rapport de l'Office parlementaire, qui est une instance importante chez nous, qui fait des rapports énormes sur les questions technologiques, scientifiques, environnementales, sanitaires, etc., que personne ne lit. C'est ça, c'est ce que m'a dit le président de l'Office parlementaire. Personne ne lit nos rapports. Pourtant, ils bossent beaucoup. Et en fait, là, ils font un comparatif des modes
mode de production de l'hydrogène. On se rend compte que ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a plein de lignes, il y a plein de paramètres à prendre en compte selon les procédés. Et au fond, on est là aussi face à des incertitudes considérables. Et alors, certains acteurs, vous voyez, Euractiv, ce n'est pas franchement des antinucléaires gauchistes, anarchos, ce que vous voulez. Ont calculé que pour vraiment que l'hydrogène puisse entrer dans le mix énergétique du futur, donc décarboné, il faudrait 400 réacteurs nucléaires. Donc, ce qui quand même commence à faire beaucoup. Et donc, 400 réacteurs nucléaires, quand on voit la vitesse à laquelle on construit les EPR, là encore, je renvoie à ce que dira Marcou demain, etc. Autre point, c'est la réalisation locale d'expérimentations un peu limites, sur lesquelles les acteurs sont extrêmement vigilants. Là, vous avez un projet qui s'appelle Prélude et Méta 2, qui consiste à associer, en fait, à faire un hybride, à la fois éolien, hydrogène et solaire, méthanisation et méthanation. Alors, méthanisation, comme vous le savez, c'est un processus, on va dire, naturel, mais qui est réinvesti par l'industrie avec des méthaniseurs un peu importants. Et puis, la méthanation, c'est quelque chose qui est un produit purement industriel, qui consiste à isoler des trucs pour produire l'électricité, vraiment, etc. Et donc, tous ces objets-là, qui apparaissaient comme des solutions à un moment donné, en fait, font l'objet de mobilisation. Vous voyez, la criticité, ce n'est pas un concept balancé comme ça pour le plaisir. Hein. Et donc, du coup, quand vous avez des propos génériques qui circulent dans l'espace public, notamment en période électorale, qui vous disent le mix énergétique, on va faire ceci, on va faire cela, en fait, masque, c'est les arbres qui cachent la forêt un peu complexe dans lequel il y a un tas d'acteurs ne sont pas d'accord du tout sur les solutions. Et vous avez des mobilisations. En France, on a un collectif scientifique national sur la méthanisation, hein, qui est assez mobilisé et qui va faire de l'information des publics pour essayer d'influencer les communes ou les intercommunes qui veulent installer des méthaniseurs, avec lesquels d'ailleurs certains agriculteurs ne sont pas d'accord. Enfin bon, il y a tout un nombre de frictions. Je prends juste encore cet exemple-là. Vous avez eu une grosse lutte sur, alors c'était pas une ZAD, mais ça ressemblait à une zone donc à défendre, qui est la commune libre de la Masada, dans laquelle un projet de transformateur nécessaire justement à la circulation de l'énergie d'origine éolienne était contesté par tout un tas d'acteurs. Et ce qui est frappant dans ces images-là, c'est évidemment la conjonction avec le mouvement des Gilets jaunes. Et vous voyez que la criticité, ça permet des convergences improbables. Et c'est bien pour ça qu'il faut laisser les futurs indéterminés, parce qu'on ne sait pas de quoi sont capables les acteurs et quel type de convergence critique, etc. Alors, vous voyez, c'est chargé, hein, mais j'ai bien avancé quand même là. Voilà. Je vous ai peut-être saoulé, vous faites la sieste. Mais en tout cas, les promesses technologiques, c'est un objet maintenant bien constitué dans les science studies en particulier. Évidemment, nous, on a sur notre territoire une promesse qui est absolument en elle-même, qui mériterait là aussi des travaux, etc. C'est ITER. On avait travaillé dessus il y a très longtemps au moment du débat public dans les années 2007-2008. Maintenant, le chantier est bien avancé. Donc, l'irréversibilité, c'est aussi l'ancrage matériel dans le monde. Hein. Vous voyez que là, vous avez un chantier qui est vraiment avancé, avec des doutes sérieux sur l'utilité de ce dispositif qui pourtant annonce une énergie inépuisable. Vous voyez qu'on est dans des tensions extrêmes. Hein, donc, transition en tension, bienvenue. ITER fait partie évidemment du jeu. Autre exemple, la photovoltaïque, qui est une technologie qui pourrait bouleverser l'industrie solaire. Bon, vous voyez, on a toujours cette production incroyable. On a une littérature à analyser. C'est pour ça qu'il faut vraiment être fin de point de vue argumentatif et voir aussi dans la durée comment ces choses-là sont finalement sélectionnées ou pas, éliminées, font l'objet de critiques. Et concrètement, dès que ça s'installe sur des installations de terrain, le type de problème que ça pose. Je passe sur la géoénergie. Là, vous avez des acteurs qui essaient de la pousser. En France, dans le mix énergétique, elle est systématiquement écartée pour des raisons d'ailleurs qui… Bon, il commence à y avoir des réponses sur le pourquoi la géoénergie a été un peu mise de côté. On pourra en discuter. Ce que je voulais dire dans ce point-là, sans être trop long, c'est qu'au fond, aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas travailler sur les controverses ou sur les processus de transformation, en l'occurrence le passage à la transition écologique, etc., sans analyser les rapports de force, les jeux d'influence et de pouvoir
dans lequel un grand nombre d'acteurs interviennent en pesant notamment sur les agences d'expertise et d'évaluation, les formes de régulation, les politiques publiques. Alors, il y a plein de techniques qui ont été analysées, hein, la production de l'ignorance, la création de fausses ONG, la capture réglementaire consiste à écrire les textes à la place des parlementaires, par exemple, qui sont généralement assez incompétents, etc., etc. Et on a, au fond, aujourd'hui sous les yeux, Marco en parlera sûrement, hein, je ne sais pas, je ne vais pas anticiper sur ça, on ne s'est pas concerté. Vous avez un débat au niveau européen qui est assez intéressant, c'est la définition, une taxonomie donc, pour les énergies renouvelables de transition. Et vous avez deux, alors là, j'ai pris volontairement deux branches de l'écologie politique. Hein. Vous avez Pascal Canfin, qui est un ancien des Verts français, qui est maintenant député européen, et qui est plutôt du type faisant des compromis, construisons des choses qui font avancer, etc. Donc pour lui, au fond, il est possible d'introduire le gaz et le nucléaire parmi les options de la transition, en leur mettant un certain nombre de contraintes, évidemment, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas pour Greenpeace, par exemple, et les Amis de la Terre, et d'autres acteurs. Je vais vite, hein, qui évidemment y voient une opération du lobbying industriel considérable, alors que ces deux technologies sont pour eux nocives pour les causes environnementales et climatiques en particulier. Je reviens sur les scénarios. Dans les futurs énergétiques 2050 qu'on a vu tout à l'heure, au fond, l'enjeu, c'est de faire passer le nucléaire comme incontournable pour décarboner l'économie. Et on se retrouve au fond avec des acteurs qui, voyez, construire de nouveaux réacteurs nucléaires est pertinent du point de vue économique. A fortiori, ça permet de conserver un parc d'une quarantaine, etc., etc., etc. Or, ce qui est intéressant, c'est que ça a produit des effets. Alors là, on n'est plus en Europe, hein, on est en Angleterre. Mais à Londres, enfin, les Anglais ont décidé de se lancer dans les EPR, les nouveaux réacteurs, hein, super top, là, dont Marco parlera beaucoup demain. Et ce qui est intéressant, c'est que Sizewell, justement, fait partie des sites qui sont investigués pour créer de nouveaux réacteurs. Et on a mené une enquête de terrain. Quand je dis qu'il faut aller au contact des choses et voir les acteurs dans leurs activités, là, c'est très concret. On est allé visiter Sizewell et voir le type d'opposition ou de critique que ça soulève. Donc, les riverains sont vent debout contre l'idée de construction d'un réacteur, mais pas pour des raisons de risque nucléaire, mais parce que simplement, ça va complètement déranger leur mode de vie. Vous voyez qu'à Sizewell, on peut aller boire le thé à côté du réacteur. C'est très anglais comme rapport au nucléaire. Hein. On n'a pas du tout ça chez nous. Mais ce qui est frappant, c'est que voilà le site sur lequel les nouveaux réacteurs vont être construits. Je ne sais pas si vous réalisez qu'actuellement, il y a à peu près 5 mètres de côte qui part sur une dizaine d'années, avec une érosion complètement dingue qui est précisément liée au processus de changement climatique, avec montée des eaux, acidité, événements extrêmes. Et là, on a quelqu'un qui essaye de défendre le trait de côte et qui ne comprend pas qu'on puisse avoir comme projet de construire des réacteurs ici. Donc, on se retrouve bien dans des... bon, là, c'est Gravelines, c'est un autre cas de figure, où on va monter une digue de 4 mètres pour sauver les 6 réacteurs qui sont derrière. Donc, on est dans des situations, si vous voulez, dès qu'on va sur le terrain, on n'a pas du tout la pureté du modèle et du calcul que les ingénieurs, les technocrates, pour le dire vite, ont tendance à porter, y compris d'ailleurs quand ils sont dans une opposition politique. Et donc, il faut travailler sur ces différentes échelles et voir comment les acteurs parviennent ou pas à défaire les espaces de calcul ou au contraire les implanter localement. C'est tout un travail et ça part dans pas mal de directions. Notre ami de Chessel qui a travaillé sur les éoliennes voit très bien le point, c'est-à-dire que là, quand on a un nombre de conflits qui naissent sur des cases comme ça et que ça commence à prendre forme, ça vient percuter effectivement les projets de mix énergétique ou de transition. Et donc, on a tout le temps des tensions entre les échelles d'action et de raisonnement des acteurs. Et donc, ce qui est frappant dans la période des 10 dernières ou 20 dernières années, je ne sais pas, c'est difficile à dater, c'est que des acteurs n'attendent pas effectivement des solutions venant d'en haut, mais vont plutôt investir à partir de caractéristiques locales des territoires pour construire des alternatives. Alors, ils vont s'appuyer sur plusieurs ressources. Donc, nous, on a pas mal travaillé avec Josquin sur un certain nombre de cas. Je vous renvoie à ça.
il y avait un livre célèbre qui s'appelait Panarchy, qui a été coordonné par Gunderson et Holling, au fond, qui se posait la question de l'implémentation sérieuse du développement durable sur le terrain. Et il montrait qu'effectivement, une des conditions pour l'implémenter, c'était de descendre en échelle, en s'inspirant beaucoup d'Elinor Ostrom et de la possibilité de fabriquer des communs à l'échelle de communautés dans lesquelles les acteurs ont prise sur les processus. Ce qui, évidemment, va entrer en tension avec les grands projets d'infrastructure nécessaires à la construction de ces scénarios de transition. Et on voit que là, c'est juste un état à un moment donné. Hein. Donc là, c'est le Global Atlas of Environmental Justice, que vous connaissez tous certainement, où on voit que les zones de conflit et de friction autour d'enjeux d'infrastructures et d'industries diverses se multiplient et que la transition énergétique va en rajouter une couche. C'est-à-dire qu'au fond, que ce soit des barrages, que ce soit des méthaniseurs, que ce soit des champs d'éoliennes, de l'éolien offshore, que ce soit du solaire, que ce soit du nucléaire, etc., on va se retrouver avec des tensions de plus en plus fortes sur le terrain. Et donc, ça va alimenter d'une certaine manière l'émergence de collectifs. Donc, les contre anthropocènes en 2 mots, et je vais m'arrêter là-dessus, parce que je vois qu'il est 15h20 quand même. Ce sont des stratégies utilisées par les acteurs pour retourner les contraintes. Là, par exemple, c'est une ferme bio dans laquelle des jeunes gens ont été investis par une association qui s'appelle Terre de Liens, qui est connue. Hein, et il s'agit de récupérer des vaches ou des agriculteurs qui prennent leur retraite, d'acquérir des terres de manière coopérative et de construire collectivement, par la discussion permanente, une stratégie pour installer cette ferme dans un réseau local, en l'occurrence en jouant sur les réseaux courts et sur l'introduction du bio dans les cantines. Et donc, on voit qu'on a des acteurs qui opèrent. Hein. Là, j'ai volontairement, c'était le Périgord, donc là, c'est un terrain qui n'est pas loin de chez moi. Mais ici, vous avez, là, en Colombie, alors ça, c'était en 2017, on a fait un terrain là-bas avec un collègue colombien, où après la guerre civile, des collectifs paysans se sont réemparés. Bon, là, ça passe par la Via Campesina, qui est quand même une organisation internationale, se sont réemparés de terres et réinstallent en fait des formes d'agriculture alternatives par rapport agroécologiques, si vous voulez, par rapport aux grandes propriétés terriennes. Et c'est un des gros enjeux, effectivement, de la stabilité actuelle du régime colombien. Je finis pour vous inviter à regarder ce que dit Eben Kirksey, qui est un auteur que j'aime bien dans Emergent Ecologies, qui est un auteur qui fait un peu le même type de travail qu'Anat Singh, mais qui le fait, je trouve, de manière, en l'occurrence, plus ethnographique encore, et qui étudie au fond les différents cas de figure d'écosystèmes qui vont disparaître, d'autres qui vont naître, d'autres qui vont être sauvés in extremis par des artifices. Et il montre qu'il y a tout un espace de variation et que là encore, dès qu'on va au contact des milieux, on n'a pas une direction unique qui est prise par les choses, etc. 2 autres exemples, et là je termine. Les projets citoyens, là, ils se fédèrent au niveau national, mais c'est intéressant de voir comment les acteurs s'emparent des technologies. Donc, ce n'est pas uniquement je retourne à la terre et je fais, etc. Ça peut être aussi évidemment techno. Et énergie partagée est un exemple, etc. Donc, il va essayer de retourner les contraintes pour s'approprier la transition énergétique. Et c'est un des enjeux politiques majeurs. Alors, une des constats des travaux qu'on mène actuellement avec Rainer Keller et Fabien et d'autres, c'est quand même que les sciences sociales ont tendance à valoriser fortement ces stratégies, alors qu'à l'évidence, des grands acteurs économiques ont déjà pris le pouvoir sur la transition économique et écologique, et que là, il y a une friction assez irréversible, justement, qui risque de tourner au désavantage des premiers, c'est-à-dire des citoyens. Vous voyez, le compte anthropocène, ce n'est pas forcément, encore une fois, des bobos qui s'installent à la campagne et qui vont cultiver 3 carottes. Hein. Il faut faire attention. C'est l'idée de retourner un processus, de réversibiliser contre anthropocène, de façon à restituer au fond des formes. Ici, c'est des scientifiques qui sont internationaux, mais pas mal de Russes, qui essayent au fond, dans l'extrême nord de la Sibérie, de recréer des écosystèmes de la dernière période glaciaire, dans le but précisément de lutter contre le changement climatique. Donc, les expériences sont diverses, et là encore, évitons le réductionnisme et les caricatures, hein, etc.
Voilà, je m'arrête là. J'ai été beaucoup trop long. Je renvoie juste à deux publications récentes. Hein. Je finis toujours par rester le plus près de ce qui se fait. Un travail fait avec Josquin Debat sur le Brésil, sur les ruptures de barrages et tout ce que ça a impliqué sur le long d'un fleuve, le Rio Doce au Brésil. Donc la publication, il y a un livre qui sort là qui s'appelle Repairing Environments in Post-Disaster, Situations, Experiences, Mobilizations and Frictions. Il est normalement sorti, j'ai dû le recevoir, mais je ne l'ai pas vu encore dans ma boîte aux lettres. Et puis l'article donc de Pragmata, où je reprends un peu cette idée de processus critique non linéaire et que j'essaye de penser de manière polyphonique. Donc là, j'ai mis volontairement, je ne sais pas si Daniel Cefaï va le garder, mais une partition pour 6 saxophones. Voilà. Et je m'arrête là-dessus. Voilà, grand merci. On va vous applaudir. Que ce soit les publics présents ici et puis des personnes assez nombreuses qui sont à distance. Donc, nous allons avoir un petit temps de conversation, de discussion avec vous. Je me limite à remarquer que ce que vous avez dit au début, donc ce croisement d'analyse argumentative sur le temps long d'observation ici, semble très proche des approches, de moi les jeux de mots en sciences, en SIC, sciences d'information et communication, et en grande proximité. Donc, ça prend un dialogue et une collaboration. Voilà, j'ouvre l'espace pour poser des questions. Vous me voyez là? Oui, on vous voit, on voit votre visage. J'ai réapparu parce que j'ai fermé le PowerPoint, donc je vois mieux ce que je peux faire. Sinon, je risquais de tout planter. Désolé, vous ne m'avez pas vu, mais bon, ce n'était pas très important. En tout cas, je vois qu'il y a déjà une question en distanciel, donc je passe la parole à monsieur ou madame. Françoise. Ah, c'est Françoise, pardon, Jules, ça ne me disait pas. C'est Françoise Bernard, donc professeure à Aix-Marseille. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette conférence extrêmement riche et complexe, pour rester dans le thème. Alors, j'aimerais partager avec vous peut-être mon écoute et puis ensuite vous poser une question. Je suis frappée par, et Andrea Catellani, le professeur Andrea Catellani l'a souligné, par la proximité, je dirais, paradigmatique, théorique, méthodologique, les terrains sur lesquels nous évoluons dans des disciplines qui sont, bien sûr, des disciplines amies qui dialoguent de temps à autre, mais insuffisamment. Donc ça, c'est la première réaction à votre exposé. J'ai beaucoup apprécié votre redéfinition différemment, en creusant le sillon qui est le vôtre depuis des années du modèle polyphonique avec le projet de tenir ensemble une pluralité de lignes théoriques, méthodologiques, empiriques. Bon, voilà, donc ça me semble extrêmement important, très convergent avec ce que nous essayons de faire dans cette discipline un peu étrange pour les sociologues qui s'intitule les sciences de l'information et de la communication, où dès le départ nous nous sommes définis comme étant une interdiscipline avec toutes les difficultés de reconnaissance académique que cela peut poser. Bon, c'est résolu, mais bon. Je ne vais pas approfondir ce point. Alors, ce qui est très intéressant, c'est l'épaisseur empirique, évidemment, que vous restituez dans votre intervention, couplée avec des vraies préoccupations méthodologiques, du côté du pragmatisme et pas du pragmatiste, une sociologie pragmatiste finalement, qui renvoie donc à un courant théorique à la fois philosophique, sociologique, etc. Et je voulais finalement vous poser, alors pas une mais deux questions. La première question, c'est vous n'avez pas évoqué dans cette restitution d'une richesse d'expérience et d'expérimentation les concepts d'autonomie du social et des formes auto-organisationnelles que l'on voit se mettre en place sur le terrain, etc. Donc ça, c'est pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Est-ce qu'il y a une réserve théorique? Voilà.
Première question. Deuxième question, comment imaginez-vous, alors ces acteurs sur le terrain qui ne sont pas des sociologues, qui ne sont pas des, je ne sais pas comment on se qualifie, des communicologues, qui construisent des alternatives, pourquoi les recherches en sciences sociales, malgré des initiatives des uns et des autres, restent actuellement très en retrait du débat public, très inaudibles, invisibles? Est-ce que vous imaginez des initiatives à prendre de l'ordre de ces formes organisationnelles dont vous avez parlé et que j'ai évoquées? Voilà 2 questions. Et merci encore pour la richesse de vos propos et de votre travail. Merci beaucoup. Bon, évidemment, j'ai une demi-heure pour répondre. Non, merci, c'est des très bonnes questions et vraiment, ça va me faire cogiter, donc merci. Alors, sur la question de l'autonomie, c'est une discussion que j'ai avec une collègue que vous connaissez peut-être, qui est Sylvaine Bull. Sylvaine Bull, qui a fait une ethnographie assez fouillée, puisqu'elle s'est installée elle-même à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, avec justement en travaillant cette question d'autonomie, par exemple. Voyez. Donc moi, la question de l'autonomie, elle est là, mais pour l'instant, j'avoue que je ne sais pas trop quel statut lui donner. Je la laisse aux acteurs qui la revendiquent plus ou moins. Moi, je travaille avec un réseau d'agriculteurs bio, par exemple, qui revendique la fabrication, évidemment, d'un réseau autonome, avec en français, en France en tout cas, la connotation autonome, hein, c'est les autonomes. Donc, il y a une dimension anarchiste, on va dire, et puis ça renvoie à des expériences effectivement d'autogestion pour certains. Et du coup, il y a effectivement quelque chose qui se déploie dans cette direction-là, mais qui est visiblement politiquement extrêmement difficile à légitimer. C'est-à-dire qu'au fond, on voit bien qu'il y a une décrédibilisation, et Notre-Dame-des-Landes est un conflit qui s'est terminé, hein, l'aéroport n'a pas eu lieu, mais les zadistes, au fond, ont dû entrer dans un moule très conventionnaliste, hein, d'accords avec des protocoles, avec des contraintes, avec des cahiers des charges, avec des projets, etc., pour rendre acceptable la poursuite de leur installation. Et donc, du coup, l'idée d'autonomie, effectivement, est dans le cadre français qui, bon, alors c'est peut-être franco-français, après, il faut travailler sur des comparaisons. Au Brésil, c'est un peu différent. Mais en tout cas, en France, l'État très jacobin, qui reste quand même plus que vertical, hein, on a même un président qui se définit par la verticalité, hein, etc., ne supporte pas cette idée que des gens puissent sortir de la République. Hein. C'est vraiment l'idée de l'autonomie, c'est devenu une zone de conflit majeur, on voit bien. Et donc, c'est à prendre effectivement avec beaucoup de subtilité. Et c'est intéressant de voir que ça renaît tout le temps. Quelque part, il y a bien quelque chose qui se joue dans ce fait que les acteurs s'emparent tout le temps de cette question-là et essayent de la rejouer sous différentes formes. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup autour, évidemment, des enjeux climatiques, environnementaux et de l'agriculture que ça se joue. Mais il faudra voir comment, à terme, ça évolue politiquement. Là, je trouve que les écologistes de partis, enfin les écologistes, disons, publics, sont pas au clair non plus par rapport à ça. Ils ont effectivement un problème de gouvernementalité, on va dire, par rapport à ces acteurs. Et donc là, il y a vraiment un truc à creuser, vous avez raison. Hein. Juste une parenthèse, ça fait longtemps que je discute avec les sciences de l'information et de la communication, alors différents courants d'ailleurs, hein, ils n'aiment pas tous, c'est pas un milieu qui est toujours très homogène, mais que ce soit autour du net et des TIC justement, et, je pense à Jeanneret ou à plein d'autres gens, etc., que ce soit avec des gens de Compiègne, que ce soit avec des gens plutôt liés à des travaux sur les débats publics, ou, etc. Bon, il y a de toute façon beaucoup de gens différents. Mais pour moi, les frontières disciplinaires n'ont jamais été un problème, au sens où je suis pas un sociologue standard non plus, c'est-à-dire que je suis pas au cœur de la sociologie. Et le travail que je fais, beaucoup de sociologues un peu académiques l'ignorent quasiment. C'est-à-dire que pour eux, c'est de l'empirisme, voire du militantisme écologiste. Hein. Ils ne comprennent rien, hein. Y compris les lanceurs d'alerte, où les lanceurs d'alerte, c'est une cause collective que je dois d'ailleurs défendre parce que là, que sais-je est là. Actuellement, la France est en train de transposer la directive européenne et c'est une catastrophe totale. Donc, j'ai été auditionné au Sénat. Mais là, la droite a repris le dessus et me bousille complètement le concept. Donc, effectivement, c'est pour la deuxième question, aller au contact des acteurs, c'est extrêmement risqué parce qu'on est très vite instrumentalisé, parce qu'il y a effectivement des jeux de force qu'on ne maîtrise pas forcément.
Et pourtant, sur les lanceurs d'alerte, ça fait 25 ans que je refuse rien, que ce soit des journalistes, des associations, des syndicats, etc. Je vais voir toutes sortes de gens. Et en fait, là, le processus nous a échappé. Il nous a échappé. Là, j'ai encore eu un coup de fil tout à l'heure. Le Sénat est en train de bousiller complètement la notion même de lanceur d'alerte, en faisant au fond un délateur ou un dénonciateur de crimes qu'il a sous les yeux. Enfin, c'est un truc absurde, qui n'a plus rien à voir avec le concept, vous voyez, qui consiste au contraire à voir venir un problème, à essayer de le collectiviser, enfin, ce que ne veut pas la droite, évidemment, dans ce pays aujourd'hui. Et ce pays, comme vous le savez, il est à 75% actuellement. Bon, quand je dis droite, c'est une droite qui va même, voilà. Et donc, ces questions-là, effectivement, donc, du coup, les collègues, et ça, vous avez raison de le pointer, ont du mal à s'engager. Bon, on a ça chez les écologues, hein. Les écologues disent « je ne veux pas être identifié comme un écologiste ». Et pourtant, je vois bien des problèmes que si je ne vais pas les discuter avec les acteurs de terrain, il ne va rien se passer. Hein, que ce soit des toxiques dans une rivière, que ce soit l'état d'une forêt, que ce soit des espèces en voie de disparition, toutes sortes de choses, ou des expériences agronomiques alternatives. On a en fait un vrai problème de validation de l'engagement. Or, actuellement, les réformes de la recherche sont en train de, officiellement, hein, c'est pas moi qui l'interprète, de dire attention, si vous êtes militant, vous serez mal évalué. Et donc la plupart des collègues, au fond, remettent un peu de distance. Et on passe beaucoup plus de temps à aller faire des communications internationales nécessaires et on apprend beaucoup de choses, hein, encore une fois, parce que dans le CV, c'est quand même 10 fois mieux, que de s'engager avec des acteurs qui peuvent transformer le monde. Et là, il y a un vrai souci, et de fait, les acteurs de terrain ont une forme de préconscience de ça. C'est-à-dire qu'ils voient bien que quand on vient les voir, ah oui, c'est pour faire un article et puis après, on ne va plus vous revoir, quoi. Donc, il y a un vrai problème de construction des échanges. Et c'est pour ça que les recherches participatives, les processus en fait d'éducation et d'apprentissage collectif dans lesquels les sociologues peuvent s'insérer sont absolument nécessaires pour déplacer et remettre un petit peu de jeu pour éviter, mais là, il y a un vrai combat politique parce qu'actuellement, le management de la recherche tel qu'il se construit, et là, je viens de recevoir un message sur les nouvelles normes d'évaluation des labos, là, si vous voulez, on n'est pas du tout dans cette tendance-là, vous voyez. Donc, c'est des combats à chaque fois compliqués, donc on peut comprendre que les acteurs, les chercheurs en l'occurrence, fassent attention pour ne pas être instrumentalisés ou jugés trop militants. Et donc, il y a tout ce discours sur la neutralité qui est un peu absurde parce qu'au fond, on n'a pas de neutralité. Moi, je m'en fous de la neutralité. Vous avez vu, je circule dans des sujets, j'essaye de déployer des tensions, d'expliciter des problèmes. Et ce n'est pas un problème de neutralité, quoi. C'est un problème de démarche de recherche. Merci. Non, mais ça fait vraiment cogiter. Ouais. Merci pour la générosité de votre réponse. Donc, on prend une autre question, puis on verra. Je ne m'avance pas trop sur d'autres questions après. En tout cas, une autre question. Donc, je ne vois pas ici dans la salle, donc il y a une autre question de Sheralina Fernandez qui remercie. Je ne sais pas si vous voyez la conversation avec votre slide sur Environmental Justice. Des commentaires à faire. Voilà, c'est celle-là, cette question-là. À faire sur la notion là aussi, c'est des questions majeures. Alors, bon, moi, je ne peux pas tout prendre en charge dans mon cadre. Mon cadre, il est ouvert et après, selon les centres d'intérêt des uns ou des autres. Alors, c'est une question qu'on avait travaillé avec la Colombie parce que je dirigeais une thèse qui n'a malheureusement jamais été terminée sur la question de l'intérêt national en Colombie et de la manière dont des collectifs s'étaient formés contre l'accord de libre-échange avec les États-Unis au tournant des années 2010 par là. Il y a eu énormément de frictions en Colombie. C'était un des rares conflits non violents, en tout cas par rapport à la guerre avec les FARC, etc. Et sur la question du traité de libre-échange. Et la question qui était posée, c'est la question de la souveraineté, justement. Et là, il y a vraiment des enjeux de rapport à l'État. Et ça renvoie un peu à la question sur l'autonomie. C'est-à-dire que le paradoxe des acteurs, c'est qu'ils voudraient faire les choses par eux-mêmes, mais en même temps, ils ont besoin d'être appuyés, d'être protégés même parfois. Et donc, il y a une tension entre être maître des flux et des processus dans son monde et d'avoir un peu un œil sur la forêt, la rivière, les transports, etc., etc., le bâti, l'occupation des sols, enfin tout ce qu'on peut imaginer, et en même temps une puissance publique suffisamment solide pour éviter précisément que par les processus bien connus de mondialisation, de transfert de capitaux. Moi, j'ai une forêt à côté de chez moi. Quelqu'un m'a montré un site internet où il y a des Japonais qui sont propriétaires de parcelles. Ils ont acheté sur Internet. Ils ne savent absolument pas ce qu'ils ont acheté, en fait. Un jour, j'ai eu un
il était chercheur, mais ça, je ne le savais pas au début, qui se perd dans la forêt. Il tombe sur moi, il me demande si je suis le géomètre. Et alors, je lui dis, non, pour rigoler, oui, je suis géomètre. Et vous? Il me dit, ah, mais moi, je cherche la parcelle que j'ai achetée sur Internet parce que j'aimerais bien voir quand même s'ils ont vraiment mis les essences que j'ai dit, parce que j'avais coché un truc et je me rends compte qu'il y a quand même de plus en plus de conifères dans les forêts du Périgord. Ça ne va pas du tout. Je lui dis, ah, ben ça, c'est à qui vous le dites? Enfin bref, on commence à avoir une conversation. Je lui dis, mais en fait, je ne suis pas le géomètre. Je pense qu'il est là-bas, il y a une autre voiture, etc. Mais j'avais appris quelque chose, que quelqu'un avait décidé de venir voir. Déjà, c'était énorme. La plupart des gens achètent. Donc, c'est une boursification, une financiarisation de la forêt. Il n'y a pas de contrôle public. Et donc, la souveraineté, ça veut dire remettre une instance à un moment donné qui dit stop. Régulation, ça veut dire effectivement, dans le slide, au fond, effectivement, il y a un environmental justice qui joue, mais c'est surtout le slide de la régulation, de l'adaptation. On ne peut pas le penser sans État. Ça pose des problèmes. Parce qu'un État, ça suppose effectivement une forme de souveraineté, de citoyenneté avec des contraintes d'accès à la citoyenneté. Vous voyez bien que c'est des débats malheureusement qui colonisent fortement l'espace politique. Et la question, c'est des frontières. Alors là, l'enjeu, moi, en tant que sociologue, je ne vais pas décider d'où on met les frontières. Est-ce qu'il faut rendre l'Alsace-Lorraine ou la reprendre? Comment on arrête? Est-ce qu'on annexe la Belgique, par exemple? C'était un vieux fantasme, ça. D'ailleurs, si Napoléon avait gagné à Waterloo, à mon avis, vous seriez français. Les Belges. Bref, on rigole, mais on voit bien que les mouvements historiques ont toujours fait bouger ces trucs-là. Et donc la question, c'est à la fois des États relativement cohérents auxquels adhèrent les acteurs parce qu'ils peuvent prendre part au processus de décision publique. Et ça, c'est la seule source de légitimité. Et évidemment, des instances supranationales capables de dire là, il y a une dérive. Là, il y a une dérive et il faut arriver à créer un rapport de force quand un État se met à déconner. Moi, je me rappelle toujours de 1995, Jacques Chirac, qui décide de reprendre les essais nucléaires français. Le lobby des militaires, militaro-nucléaires avait dit on t'aide à devenir président de la République, mais à une seule condition, c'est qu'on reprenne les. Donc, il l'avait fait. Et il y avait eu un discours à l'ONU d'un nombre d'acteurs en disant la France est au banc de la communauté internationale. Bon, c'était purement symbolique, parce qu'il a quand même fait des essais puis les a arrêtés. Mais il y a quand même cette possibilité d'une arène internationale. Alors ça, c'est en crise. Et là, le problème qui se pose, c'est effectivement la reconstruction des États sous forme autoritaire, ça ne va pas non plus. Il faut que les processus collectifs, les mouvements sociaux puissent prendre part à la formation des biens communs, des intérêts publics et des représentations nationales. Et ça reste un lieu de friction où je pense que personne véritablement n'a la solution. Il faut tabler sur une forme de sagesse historique où tous les précédents les plus horribles auxquels on a eu droit servent d'appui pour éviter le pire. Mais le cas français, malheureusement, actuellement, n'est pas du tout dans cette direction. Donc, souveraineté, oui, mais sous contrainte. Encore une fois, d'avoir un méta-État et un contrôle local. Enfin, voilà, c'est compliqué. Ok. Moi, j'ai le rôle un peu ingrat d'interrompre le flux des questions. Donc, dommage pour Laurence qui devra peut-être envoyer un mail à Monsieur Châteauret. Oui. Si j'avais été là, on aurait pu continuer la discussion de manière informelle. Je suis vraiment désolé. Je vais rester pour assister à quelques ateliers, parce que j'ai une heure là, c'est bon, mais malheureusement, la distance fait que j'ai pris un autre truc ce matin, parce que je vais un étudiant un peu en. Voilà. Il fallait l'aider. Demain, j'ai une soutenance, j'ai un séminaire le matin, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Et c'est assez désagréable d'être devant son ordinateur finalement et pas en présence. Donc j'espère qu'on refera ça une fois que, après la 7e ou 8e dose de vaccin, je pense quand même on devrait être couvert. Oui. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup vraiment pour votre intervention qui, je pense, a donné beaucoup d'idées et à essaimer. Donc voilà, on vous applaudit de nouveau.